Le peuple en ce jour sans cesse répète ah ça ira, ça ira, ça ira. Malgré les butins, tout réussira. J'étais gênée aux entournures pour faire une introduction. Effectivement, le sujet étant très vaste, mais j'ai la chance de passer derrière deux camarades qui ont posé des éléments sur lesquels je vais pouvoir me réappuyer. Là, il n'y a pas d'ambiguïté dans mon point de vue et le point de vue du collectif citoyen souverain qui, bon, c'est vraiment c'est pas une entité qui a une volonté de présence, c'est plutôt un lieu ouvert où des personnes qui ont envie de discuter, de lire et de faire des comptes rendus sur des lectures qu'ils auraient faites se retrouvent. Donc, il n'y a pas de ligne, etc. Il n'y a rien de particulier à ça. Mais c'est l'endroit, moi, où personnellement, j'ai pu commencer à faire l'expérience de l'expression en français, par exemple. On n'a aucune ambiguïté par rapport, effectivement, à cette nécessité de l'échelle de la nation, puisque effectivement les propositions, vous les connaissez aussi bien que moi, voire mieux. C'est un projet européen où de toute façon, il n'y a que des déceptions, avec du supranational et des lieux ou des instances où de toute façon, imaginer pouvoir avoir un jour les moyens de décider quelque chose, c'est purement de l'utopie, là c'est le cas de le dire. Et un découpage en régions qui est très porté par exemple par nos chers écologistes, où c'est à la fois trop gros et trop petit. Donc, de toute façon, il n'y a pas non plus beaucoup d'avenir de ce côté-là. Donc, clairement, l'échelle sur laquelle on peut parler, penser, s'appuyer, lire une histoire, se projeter, c'est vraiment l'échelle de la nation, d'autant plus que, pour ce qui nous concerne à l'échelle de la France, on s'appuie, et effectivement, Sacha le disait tout à l'heure, on s'appuie sur, par exemple, un fait qui est démontrable. Avez-vous jamais entendu qui que ce soit dire « Ah, les Creusois, quand même, ils produisent pas beaucoup. Pourquoi on leur paierait leur route ?» Vous n'avez jamais entendu ça. Il y a un consensus sur le fait que, sur le territoire, oui, les routes sont entretenues. Bon, il y a des problèmes, il n'y a pas assez d'argent, etc., globalement. Mais on ne va jamais aller diviser entre Creusois non productifs et Strasbourgeois très productifs. Donc, cette réalité de cette échelle territoriale, c'est vraiment quelque chose sur laquelle on peut s'appuyer. Et je reprends en ce sens ce que Sacha pointait tout à l'heure. Les dominants, par contre, effectivement, et Sacha l'a effectivement très bien développé, eux, ils savent trouver des moyens de division et les créer artificiellement. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, effectivement, la proposition que je veux vous faire, c'est sur la base des travaux de Bernard Friot, de voir comment on dispose effectivement sur quelque chose pour laquelle l'échelle, vous allez voir, est très importante. Le fait que ce soit une échelle nationale, c'est important. On dispose d'une expérience, d'une histoire, et qui s'est mise en œuvre dans les années 45, 46, 47, avec les trois ministres qui sont communistes qui sont en gouvernement, qui sont Marcel Paul, Ambroise Croizat et Maurice Thorez. Donc, ce que nous propose Bernard Friot, c'est effectivement une lecture historique de ce qui se passe sur cette époque. Ce que je souhaite, moi, vous proposer comme commentaire personnel, c'est que ces personnes, c'est vrai qu'ils sont sur des postes politiques, mais ce sont des gens qui ont une histoire syndicale, qui ont une histoire donc du concret du travail et effectivement un ancrage qui n'est pas celui que peuvent avoir nos politiques et nos députés actuellement. Et que donc, dans cette fenêtre de tir extrêmement courte, puisque je ne suis pas historienne du tout, donc si je fais des erreurs historiques, il ne faut surtout pas m'en vouloir et corriger volontiers, il n'y a pas de problème. Sur cette fenêtre de tir de 6 mois, il pose des actes qui sont des actes institutionnels, mais qui, dans leur philosophie, où sont les points importants et où sont les nécessités, s'appuie effectivement sur cette connaissance du travail.
Donc, quels sont ces actes et ces institutions? Il est important, donc ça va être l'objet de ma démonstration, de pointer le fait que, de la même façon que historiquement la bourgeoisie comme classe révolutionnaire donc détrône l'aristocratie, effectivement, d'abord sur les rapports de production, et dans un deuxième temps sur des concrétisations institutionnelles et avec du droit. De la même façon, Bernard Friot, et donc moi à sa suite, puisque je ne fais que commenter son travail, je vous propose effectivement de lire de façon brute quels sont les actes qu'ils posent, sans leur opposer le fait qu'ils n'ont pas raconté ce qu'ils allaient faire avant de le faire. Ils l'ont fait. Et que, vu le temps qu'il y avait, en plus, ils avaient intérêt effectivement à accélérer. Quels sont ces actes? Alors, il y a plein de façons de les reclasser. Moi, je vous fais une proposition. 1. Le statut communiste du travailleur. Sous un rapport de production capitaliste, n'est considéré comme travailleur que celui qui est au travail, mais plus précisément en emploi, et est en train de mettre en valeur du capital. Donc, effectivement, le travailleur à ce moment-là, le seul espace dans lequel il a capacité d'obtenir des droits, c'est des droits qui vont être liés à ce moment. Et effectivement, les droits sont conquis au fil des années, comme par exemple tout ce qui est droit du travail et conventions collectives. Sauf que ces droits sont attachés au poste de travail, donc dépendent du fait que le capitaliste organise le poste de travail et met dessus le travailleur. Ce que le saut que opèrent à ce moment-là certaines avancées sont des droits qui vont s'attacher au maximum à la personne, c'est-à-dire des droits qui vont se détacher du fait d'être soumis au capital. Par exemple, ces situations sont, par exemple, le statut du fonctionnaire, où il y a plein de choses à dire par ailleurs, mais un fait très important, c'est que le salaire, il est attaché au grade de la personne. Le grade, il n'appartient pas au poste. Le grade, il appartient à la personne. Et il y a une grille, et on dit, toi, grade 225 égale X francs, X euros. La personne, après, elle retourne se promener dans la rue, elle a toujours ce grade. Alors que si mon salaire, par exemple, est strictement attaché à mon poste, il suffit que je change d'usine, je fais un arrêt de 6 mois, je reviens, ah oui, mais ça, tu ne sais plus le faire. Hein, donc maintenant, tu n'es plus à 500 et quelques, tu n'es plus qu'à 350 parce qu'il faut que tu reprennes, etc. Donc ça prouve bien que là, je suis coincée effectivement dans la logique des moyens de production capitalistes si mes droits restent attachés au poste. Autre situation, les statuts qui ont pu être mis en place par Marcel Polp dans le DF-GDF, et il y a ici des personnes qui connaissent ces situations bien mieux que moi. Autre situation très intéressante qui sont les allocations familiales. Pour Croizat, donc, qui met en place le régime général de la sécurité sociale, cette notion de régime général est très, très importante parce que justement, c'est national, une seule grille pour tout le monde. Les allocations familiales, donc, sont explicitement conçues, explicitement pensées comme étant du salaire qui rentre dans la famille. Typiquement, un parent qui est décrit comme fournissant un travail, et ce travail devant recevoir une rémunération pour lequel le chiffre est trouvé dans la Convention nationale des métallurgistes, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que aussi à ce moment-là, le parent, peu importe, l'homme, la femme, le ménage qui reçoit cette somme d'argent, il n'est pas
soumis au capital proprement dit. Et tout le temps où, effectivement, la présence de l'enfant fait que le droit peut être ouvert, pendant tout ce temps-là, l'argent qui rentre dans le ménage, c'est effectivement un argent de travailleur non soumis au capital. Donc, on peut dire qu'à ce moment-là, effectivement, c'est parcellaire, d'accord, mais on est bien sous un statut qui est fondamentalement différent et un statut que voilà, je décris sous un terme plus général de statut communiste du travailleur. Mais ça, les mots, on peut en trouver plusieurs. Autre situation aussi qui crée souvent polémique, le retraité. Le retraité au sens, effectivement, de ce que met en place Croizat, il n'est pas... Alors, il est en fait dans un salaire continué. Alors, bon, après, sauf les régressions qu'il y aura ensuite, mais le principe, c'est une personne qui, point de vue droit, atteint l'âge du droit à la retraite. On examine quel a été son plus haut revenu et on lui calcule un salaire, un salaire qui va lui être versé jusqu'à sa mort, et ce salaire est calculé en fonction de son plus haut revenu. Là, il y a vraiment quelque chose de très important à noter, puisque la façon dont, par exemple, les propositions régime à points sont proposées, ça consiste à dire « j'ai cotisé, j'ai droit ». C'est pas « j'ai été travailleur ». Donc, mon salaire, quels que soient mes besoins, parce qu'on ne parle pas besoin, on parle production, salaire, il doit être continué. Si je dis j'ai cotisé, j'ai droit, eh bien, il s'agit d'une négation, justement, de cette approche du statut, voilà, ce que j'appelle ici statut communiste du travailleur. Autre point d'entrée, la cotisation. Le gros avantage du principe de la cotisation, c'est qu'il ne légitime pas le profit capitaliste. Parce qu'en proposant de taxer les revenus du capital, ça veut dire, bien oui, je vais vous encourager à ce que vous ayez des revenus pour que je puisse piquer dessus. C'est un peu logique. Par contre, en cotisation, comme ça consiste en fait à réserver une part de la richesse produite avant la prédation du capital et à l'affecter en plus, à la préaffecter sur des objets dont la population juge qu'elles sont importantes, donc santé, maladie, retraite, accident du travail et famille. À noter aussi, mais voilà, c'était Stéphane qui est historien, il saura compléter ça encore mieux que moi, qui a eu pendant tout au début une gestion absolument non paritaire de cette masse d'argent qui est énorme, parce qu'elle était à la hauteur du budget de l'État, et qu'elle n'était pas gérée par l'État, mais qu'elle était gérée par des délégués, dont élus pendant toute une période d'ailleurs, et dans une gestion non paritaire, c'est-à-dire 75% salariés, 25% patronal, ce qui est très important, puisque si on est à 50-50, il suffit d'un syndicat qui soit jaune pour ne plus être à 50-50. Donc, c'est vrai que cette notion de 75-25, ça ne peut venir que de gens, c'est pour ça que je le signale au début, qui effectivement sont sur un poste politique à un moment, mais qui ont surtout l'expérience du travail préalablement et qui ont su et qui ont bien vu les situations où la soi-disant paritarisme fait qu'on bascule dans le propatronat. Troisième approche, dans ce cadre, alors là, c'est pas fait en 45, 46, 47, ça se fait un petit peu plus tard, mais le fait d'avoir cette masse monétaire via la cotisation, ça permet d'organiser presque complètement un secteur de production. Je vais l'appeler comme ça, parce qu'on a tendance à dire c'est le soin, la santé, mais moi je le vois comme un secteur de production comme un autre. Je veux dire, un travailleur du soin, je ne vois pas en quoi il est moins travailleur ou plus travailleur ou travailleur différemment d'un métallurgiste. Donc, ce secteur de production est donc celui du soin, où malheureusement, il y a un énorme trou qui est celui du médicament. Bon,
ça a peu contribué au défaut. Et donc, la cotisation a permis de subventionner et donc de payer, c'est-à-dire de fournir du capital pour la construction d'hôpitaux et de CHU. J'emploie le mot capital, et c'est au sens de l'investissement, ce n'est pas au sens de la source capitaliste. Et via ce système de production, certes incomplet, mais qu'il est important de voir de ce bout de la lorgnette, les cotisations permettent de payer des soignants dont certains sont des fonctionnaires, mais dont de nombreux sont des libéraux. Et donc, en plus, ce sont des libéraux qui, du coup, se retrouvent avec une sécurité de revenus qu'il n'y a pas sur le marché du travail capitaliste. Il suffit de comparer une orthophoniste et un architecte. L'orthophoniste, elle se fait rapidement une patientèle et elle a un rythme de revenus parce que, justement, derrière, il y a de la cotisation et pas un circuit capitaliste classique, alors que l'architecte, il est sur le marché du travail en train de tirer derrière les contrats, de la sous-traitance, etc. Enfin, tout ce que vous connaissez très bien. Donc, cette preuve par le secteur de production santé, c'est un basculement et un remplacement du cycle capital-crédit-profit par un cycle qui s'appelle subvention-cotisation, qui peut être effectivement sur des... Ça dépend quel est le circuit le plus intéressant. La cotisation peut être remplacée par un impôt. Là, il n'y a pas de globalisation à faire. La cotisation, c'est toujours bien, l'impôt, c'est toujours mal, ou réciproquement. Il y a la cotisation qui va dans le sens communiste et l'impôt qui va dans le sens communiste et celle qui, au contraire, va à contresens. C'est à nous de l'analyser politiquement. Et surtout, effectivement, ce cycle pour libérer les énergies, n'est-ce pas, et favoriser l'innovation, le cycle subvention-cotisation, il est extrêmement productif, extrêmement efficace, puisqu'effectivement, il se libère, il se débarrasse de tous les coûts du capital qui, comme vous le savez, ne servent pas à grand-chose. Donc, et tous ces actes, c'est très important, ils tiennent grâce à l'échelle nationale, parce qu'ils ne peuvent tenir que grâce à la masse monétaire globale que ça implique. Et du coup, voilà, sur la base des travaux de Bernard Friot, des secteurs, comme ça s'est fait dans la santé, des secteurs sur lesquels il serait possible de développer le cycle subvention-cotisation, ça serait l'énergie, le transport, les médias, la santé, bien sûr, avec le médicament inclus, parce que en laissant le médicament sous système capitaliste, on offre du subventionnement public à des entreprises prédatrices. Donc, effectivement, là, on organise le problème et les évasions en tout genre. Et effectivement, les statuts du travailleur communiste, plus on peut déjà les repenser comme étant des conquis qui permettent d'aller au-delà du capitalisme, car ce sont des situations où on est libéré du chantage à l'emploi, avec par exemple, ce qu'on peut appeler, souvent le nom qui est connu, c'est salaire à vie. On peut appeler ça salaire communiste de 18 ans à la mort, et leur don, il est garantie économique générale, et qui, voilà, du coup, on retombe sur une des sécurités promues par Sacha tout à l'heure. Voilà. Ah. Oh, ben j'ai fini là. Voilà, les étapes possibles, effectivement, ça serait par exemple basculer sur ce statut communiste sur tous les jeunes, ou il y a une proposition aussi qui était intéressante, c'est à partir de 50 ans, faire un système de retraite à 50 ans, où les personnes donc, étant à 50 ans encore, point de vue du travail, très en forme, ce qui leur permettrait d'avoir un statut pour faire chier dans les boîtes, quoi, en clair, à partir de 50 ans, ou aller
faire autre chose s'ils le souhaitent, mais ça permettrait d'avoir un moyen de pression. Donc en conclusion, effectivement, ce sont des actes qui, effectivement, même s'ils n'ont pas été précédés de toute leur théorie, méritent d'être aujourd'hui examinés et mis en valeur justement par les mots. Et aussi, c'est une situation dans laquelle, effectivement, on résout on peut s'accrocher sur la souveraineté du travail, c'est-à-dire savoir quoi produire, pourquoi. Et effectivement, ça répond à une capacité à rapatrier la production, avoir une division internationale du travail qui est hyper émiettée, mais ça, c'est de la faute du capital, donc on peut la contrer. Et j'espère que avec tout le bagage marxiste que vous pourrez avoir, vous saurez mettre des mots plus précis et plus élégants et plus scientifiques sur ces propositions.